Bonjour. Au Cégep, tout élève devra suivre et réussir 3 cours de philosophie pour obtenir son diplôme, et ce, peu importe son programme d'études. Les 3 cours de philosophie portent des titres bien distincts et permettent d'aborder des thèmes très différents les uns des autres. Malgré la belle diversité qu'ils nous permettent d'explorer, on peut se demander si entre ces cours, il existe une sorte de cohérence ou une suite logique. Au fond, est-ce qu'il y a des liens ou un lien puissant entre les 3 cours de philosophie, ce qui donnerait une cohérence globale? Pour tenter d'y voir plus clair, j'ai convié à une discussion un de mes collègues du Cégep Limoilou à Québec, qui a bien gentiment accepté, Sacha Calixte. Bonjour, Sacha Calixte. Bonjour, Mathieu. Merci d'avoir accepté de participer à cet entretien. Sacha, on se connaît depuis plusieurs années, mais j'aimerais que tu nous précises, depuis quand enseignes-tu la philosophie au collégial? Ça fait une quinzaine d'années, là, environ. D'accord. Et je crois que, sans me tromper, je peux affirmer que tu es un produit du cru. C'est-à-dire que tu enseignes au Cégep Limoilou, comme moi, mais tu as aussi étudié au Cégep Limoilou. Exact. J'ai fait mes études collégiales. Il y a 2 campus ici au Cégep, donc à Charlebourg, puis ici, à Limoilou, Québec. Et ensuite, j'ai fait mes études universitaires à l'Université Laval. Donc, tout mon parcours dans la ville de Québec. Puis bon, pour la blague, quand je suis revenu ici, puis je me suis fait engager, j'ai même eu des collègues qui m'avaient enseigné quand j'étais de passage ici et qui me reconnaissaient, qui disaient « Ah, vous, on se rappelle de vous, là, M. Calixte. » Être collègue de ses anciens professeurs, voilà. Ça doit être une expérience assez particulière, en effet. Ouais. Te sens-tu prêt, Sacha, à parler avec nous des cours de philosophie obligatoires au collégial, de les présenter, mais surtout, comme je l'ai mentionné en introduction, à nous aider, à voir s'il existe un lien entre ces cours, si on peut y voir une sorte d'articulation logique ou une suite logique entre ces cours? Oui, je vais faire ce que je peux avec plaisir. D'ailleurs, c'est un sujet que j'aborde aussi en classe. Dans chacun des cours, il y a 3 cours, on y reviendra, mais dans chacun des 3 cours, je prends une partie là, d'une période pour refaire un peu le parcours, justement, des 3 cours, la séquence, pour réaffirmer puis ressouligner la logique, justement, la cohérence que moi, je vois tout le moins dans les 3 cours, puis pour aider un peu les étudiants, les étudiantes à donner du sens à leur démarche, à leur parcours en philosophie. Sacha, pour répondre à la question du lien existant entre les 3 cours de philosophie obligatoires au collégial, je pense que nous devons absolument faire des présentations de base, parler un peu de ces 3 cours-là, parce que, bon, parmi les gens qui nous écoutent, comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a des gens qui ne connaissent pas ces cours-là, qui sont peut-être appelés à les suivre un jour, d'autres qui les ont suivis il y a longtemps ou qui en ont suivi une partie. Donc, ça peut servir d'information de base, mais aussi de rappel pour certains. J'aimerais qu'on les présente un peu, ces cours-là. Chacun des 3 cours, en quelques mots. Mais d'entrée de jeu, je pense qu'il faut quand même préciser que les cours de philosophie au collégial, en tout cas les 3 cours de philosophie obligatoires, font partie de ce qu'on appelle la formation générale au collégial. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots au sujet de ce que c'est la formation générale? Oui. Ben, la formation générale, c'est un peu comme un socle commun que tous les élèves, tous les étudiants, les étudiantes, là, c'est un ensemble de cours. Dans le fond, c'est en littérature. Une série de cours. Il y a 4 cours en littérature, si je ne m'abuse. 3 cours en philosophie. Des cours d'éducation physique puis des cours d'anglais également. Que tous les étudiants et les étudiantes doivent suivre. Pour avoir leur diplôme, comme tu le mentionnais, c'est vrai pour la philosophie, mais c'est vrai pour tous les cours de formation générale. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une espèce, justement, de fond commun, je pense, dans l'éducation supérieure. On se rappelle que le cégep, c'est l'entrée dans l'éducation supérieure, c'est le premier palier. Ensuite, on peut poursuivre à l'universitaire, mais on peut faire des études techniques, un DEC technique, un diplôme collégial technique. Et en faisant un diplôme collégial technique, on va quand même avoir eu accès, fréquenter les grandes œuvres de littérature, aller chercher les acquis, les compétences en philosophie pour développer la pensée critique, l'éducation physique. Chaque cours a ses visées particulières, mais le choix qui a été fait, le choix
de société. En éducation supérieure au Québec, ça a été qu'au cégep, tous les étudiants et les étudiantes passent donc par ce qu'on appelle la formation générale, à laquelle s'adjoint ensuite les cours de programmes particuliers selon que l'on étudie en soins infirmiers ou en génie électrique. On va avoir des cours de concentration, là, comme on peut appeler, qui vont s'ajouter à la formation générale pour faire un parcours soit de 2 ans si on est en formation préuniversitaire ou de 3 ans si on fait un parcours technique là, qui va se solder par un diplôme technique. Tu l'as mentionné, la formation générale permet au fond d'aller chercher une culture générale et tu as parlé de pensée critique. Je pense aussi qu'on peut dire qu'elle vise à former des citoyens plus complets. Donc, peu importe le parcours qu'on entreprend au collégial, il faudra se former comme citoyen avec la pensée critique en philosophie, mais aussi à travers les cours de littérature. Aussi, on peut penser aux cours de langue moderne. Ouais. Être un citoyen complet, c'est aussi prendre soin de sa santé, Tout à fait. développer de saines habitudes de vie par le biais des cours d'éducation physique. OK. Donc, la philosophie fait partie de ce tronc commun. Et nous, en philosophie, nous enseignons 3 cours obligatoires. Quels sont ces cours obligatoires, puis quelle est leur durée? En nombre d'heures, ça représente quoi, la philosophie au collégial? Oui. Donc, il y a 3 cours, effectivement, dans le parcours. Le premier cours, ça s'appelle Philosophie et rationalité. C'est un cours de 2 fois 2 heures. Alors, c'est un peu différent des 2 autres cours. Les 2 autres cours, l'être humain et éthique et politique, sont des cours qui sont dispensés 1 fois par semaine, durant toute la session, un bloc de 3 heures chaque semaine. À raison de 4 heures par semaine pour Philo 1, Philosophie et rationalité. Exact. Pendant 15 semaines, donc c'est 60 heures de formation. C'est ça. Et si je te suis, l'être humain, c'est 3 heures par semaine, 45 heures en tout. Éthique et politique, 3 heures par semaine, 45 heures en tout. Exact. Avec ici, je ne sais pas si c'est comme ça dans tout le réseau, mais en tout cas, au moins à Limoilou, le cours de philosophie 1, c'est 2 fois 2 heures. C'est une petite particularité, on les voit plus souvent. Donc, c'est des gens qui arrivent du cégep, généralement, pas du cégep, pardon, mais du secondaire. Et moi, je trouve ça bien de les voir 2 fois par semaine, même si c'est des périodes un peu plus petites, parce que sinon, de semaine en semaine, ça peut être long. Là. On les voit si on en manque une parce qu'il y a une tempête ou quelque chose, c'est loin. Donc, il y a un contact qui est plus étroit avec les jeunes qui arrivent directement là, du secondaire. Et nous, ici au Cégep Limoilou, les cours de 3 heures d'éthique et politique ou de l'être humain se donnent consécutivement, tandis qu'il existe aussi des cégeps où on a 1 heure isolée quelque part dans l'horaire, 1 heure de cours et 2 heures ailleurs. Ah, bon. C'est une autre formule qu'on n'a pas chez nous, qui est un peu différente. On fonctionne un petit peu différemment. Allons un petit peu plus loin, tâchons de cerner un peu ce dont parlent ces cours-là, sans entrer trop dans le détail, là, mais le premier cours, philosophie et rationalité, c'est une initiation à la philosophie? C'est une initiation à la philosophie, oui. Faut savoir que le contenu des cours est quand même déterminé par le ministère, c'est-à-dire que peu importe le cégep qu'on fréquente, on va avoir essentiellement le même cours, même selon les professeurs, là, ça peut changer, l'approche peut changer, puis les œuvres lues ou étudiées peuvent changer, mais essentiellement, la matière est la même. Et donc, il y a 3 grands axes. En philo 1, c'est l'argumentation, c'est-à-dire voir un peu qu'est-ce qui fait qu'un raisonnement est solide, qu'est-ce qui fait que l'importance des preuves, des faits, bon, etc. Donc, un peu sur l'argumentation. Il y a un volet qui touche davantage à la distinction des discours, comme on appelle, c'est-à-dire entre la science, la religion, la philosophie, quelles sont les différences, les ressemblances, peut-être. Bon. Ce qui permet de mieux comprendre ce qu'est la philosophie. Exact, tout à fait. Puis, le dernier bloc, c'est... le dernier aspect, c'est les Grecs, s'initier à la pensée des Grecs et des Latins. Et donc, le cours de philo 1 est ancré historiquement, si on veut, dans cette période-là. Comme chaque cours 2 et 3 a aussi une espèce de période historique, là, on pourra peut-être y revenir, mais ouais. Ben justement, le cours L'être humain porte souvent sur des thématiques et des auteurs plus contemporains ou moins modernes. Donc, on avance un peu dans l'histoire. Ouais. Le titre le dit, le cours L'être humain porte sur l'être humain. C'est un questionnement philosophique sur des manières de voir l'être humain. Oui, c'est ça, de manière de voir l'être humain.
Sans trop vouloir faire mon professeur, mais bon, on se rappellera d'Emmanuel Kant qui disait que toutes les questions de la philosophie sont un peu solubles. On peut les ramener à la question qu'est-ce que l'être humain, parce que c'est toujours l'être humain qui philosophe et qui se pose toutes ces questions sur qu'est-ce que la vérité, puis qu'est-ce que la bonté. Puis... Donc, d'une certaine manière, l'interrogation sur l'être humain est vraiment fondamentale. D'ailleurs, ça fait partie un peu de l'articulation entre les trois cours, de la logique que moi je vois entre les trois cours. Donc, oui, l'être humain. Donc, souvent, les auteurs plus modernes, effectivement, Descartes, on peut aller jusqu'à Freud, Marx, mais des auteurs qui vraiment mettent en question l'être humain, soit dans sa psyché, dans sa composante individuelle ou dans ses relations avec les autres, avec Marx, par exemple. Donc, ouais, un cours vraiment très intéressant. Et finalement, il y a le troisième et dernier cours, éthique et politique. Donc, il comporte deux grands volets, hein, un volet éthique et un volet politique, qui permet de porter des jugements éthiques et politiques sur la société contemporaine. Donc, lui qui est un peu plus ancré dans l'actualité, dans ce qui est contemporain. Oui, il y a beaucoup de collègues qui, justement, dans le cadre de ce cours-là, font des liens immédiats avec l'actualité politique ou avec les grands enjeux auxquels les individus ont à faire face aujourd'hui, que ce soit la question, je ne sais pas, de l'alimentation, la question, on sort de pandémie, comment se comporter par rapport aux règles sociales qui imposent des comportements comme la vaccination, comment juger ce qui nous convient, ce qui est plus propre à nous rendre heureux, donc la dimension morale, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est vraiment... Quand tu parlais de l'alimentation, je présume que c'était pour dire, est-ce qu'on peut encore, sachant la souffrance animale, par exemple, manger de la viande? Des choses comme ça? Exact. Okay. Si c'est le cas, dans quelles conditions est-ce qu'il faut élever les animaux? Puis je parlais aussi des perspectives plus sociales. Est-ce qu'un mode de consommation comme celui qui est le nôtre en Amérique du Nord peut être généralisable à l'ensemble de la planète? Est-ce que tout le monde peut manger autant de viande que nous? Oui. Même si les animaux seraient élevés dans des conditions plus humaines, on va dire, sans souffrance. Il y a un coût environnemental qui est très lourd à l'agrobusiness. Donc, c'est toutes ces réflexions-là qu'on peut mobiliser, auxquelles on peut toucher là, dans le cours de Philo 3. Donc, ce sont les trois cours obligatoires, philosophie et rationalité, l'être humain, éthique et politique. Quelqu'un qui souhaite faire encore plus de philosophie au niveau collégial pourrait le faire, mais là, ce serait un libre choix, si on veut. Ouais. Ce serait, à ce moment-là, la personne pourrait décider d'aller suivre un cours complémentaire. Il existe des cours au choix. Au département, présentement, il y a 2 de ces cours-là qui sont offerts, soit autodéfense intellectuelle, qui se rapproche là, un peu de Philo 1, mais qui va plus loin dans justement l'examen des biais que l'on peut avoir, les biais cognitifs. C'est ça qui nous font voir quelque chose comme étant souhaitable, alors que quand on y passe bien, peut-être pas tant que ça. Donc c'est vraiment un cours qui est très utile pour... en cette ère de désinformation aussi, tout à fait. Autodéfense intellectuelle, je pense que les professeurs qui le donnent chez nous ont ce souci d'essayer de donner des outils pour départager le vrai du faux en matière d'information, de ce qu'on reçoit avec les réseaux sociaux. Tout à fait. On a mentionné qu'eux. Oui, la surabondance d'informations qui est le problème actuel, plus que aller chercher l'information. L'information, elle est là, elle existe, elle est surabondante. Mais comment trouver la bonne, ça prend un petit cours, c'est pas trop. Un petit cours pour apprendre à se donner des outils pour faire ça, c'est pas trop. Et l'autre cours, c'est Sexe et pouvoir, qui est offert également au département ici, qui questionne les relations de pouvoir, dans le fond, là, entre les genres, par exemple. Donc, peut-être plus un prolongement d'éthique et politique. On pourrait voir ça comme ça. Quoique, sans doute qu'il y a d'autres thématiques là, qui sont abordées, mais bon. Chaque professeur aussi peut infuser dans le cours un peu de sa personnalité et de ses préoccupations. Exact. Ce qui fait que tous les cours, même, ne sont pas toujours pareils. C'est ça, les professeurs sont équivalents. L'élève sort avec la même formation, mais effectivement, chaque cours est un peu personnalisé, bien sûr, par l'enseignant ou l'enseignante qui le donne. Par son originalité propre. OK. Bon, sachant maintenant qu'on a caractérisé les 3 cours obligatoires en philosophie au collégial, on arrive maintenant au cœur de la raison pour laquelle on est ici ensemble à discuter. On a 3 cours de philosophie obligatoires. Ils sont différents. On sait que ce sont tous des cours de philosophie, mais ils portent des titres vraiment différents.
On l'a vu, ils abordent des sujets, des thèmes variés. Maintenant, qu'est-ce qui les rassemble? La question du lien revient. Et là, c'est la grande question. Quel lien vois-tu entre les cours de philosophie au collégial? Oui, excellente question. Hein? Souvent, on réfléchit un peu au parcours, on se demande entre autres pourquoi est-ce que le premier cours, qui est un peu le cours le plus technique, quand on réfléchit philosophie et rationalité, on réfléchit à l'argumentation, il y a des professeurs qui vont jusqu'à faire un peu de logique, les rudiments de logique, les syllogismes, les déductions, les inductions, c'est assez technique. Pourquoi est-ce qu'on commence avec ça? Alors qu'il y a un cours, le troisième, éthique et politique, dans lequel on se questionne sur qu'est-ce qui est bien ou mal de faire, c'est plus accessible, c'est des... Il paraît souvent plus concret, ce cours-là. C'est plus concret. On se le fait dire. Tout à fait. C'est des réflexions que les gens ont spontanément. Est-ce que je devrais mentir dans mon rapport d'impôt pour avoir un avantage? Bien, il y a une raison, je pense, à l'ordre des 3 cours. En tout cas, moi, j'en vois une et je la présente, comme ça à mes étudiants. Dans le fond, le premier cours, on se rappelle que c'est philosophie et rationalité. Chaque cours est un peu associé à un thème, si on veut, ou à une question. Et on peut voir le cours de philosophie et rationalité comme étant attaché au thème comment bien réfléchir, comment bien penser. Ça sera un peu une étape préalable, dans le fond, si on y réfléchit bien, avant de commencer à réfléchir sur comment me comporter, qu'est-ce qui est bien ou mal pour moi, puis faire des... Parce que ça touche quand même des grands choix existentiels de la personne. Quel genre de travail je devrais avoir? Est-ce que je vais être heureux avec telle ou telle personne? C'est des grosses questions qui peuvent avoir des grosses conséquences. Et donc, pour bien répondre à ces questions-là, c'est pas fou de se dire, ouais, peut-être qu'avant, je devrais un peu travailler sur mes raisonnements, sur mes réflexions, être sûr que je conduis bien ma réflexion. Alors, à mon avis, c'est ça un peu la logique qui est derrière le fait que le premier cours de philosophie, c'est philosophie et rationalité. Au fond, c'est la fondation. C'est la fondation. Sur laquelle on construit ensuite. Exactement, exactement. Pourquoi est-ce qu'il faut que je me fie sur les faits? D'où ils viennent, les faits? C'est quoi le rôle de la science? Comment est-ce que ça fonctionne dans la production des faits? Quand la science affirme des choses, même si des fois elle change d'avis, pourquoi est-ce que je peux me fier à ça? Est-ce que je devrais me fier à ça? Pourquoi est-ce que je peux me fier à ça? C'est vraiment des éléments de base sans lesquels c'est difficile d'avoir une réflexion soutenue et féconde postérieure. Il faut commencer par apprendre à jouer, apprendre à réfléchir, comment bien penser, avant d'en venir aux autres questions. Il me semble que ça fait un peu de sens. Donc, on commence par là. Puis ensuite, pourquoi le cours L'être humain? Ça va être l'intrigue, ou ça va être la question mystère. Je tire ton attention sur le fait qu'on passe ensuite au philo 3. On finit le parcours avec philo 3. Éthique et politique. Ouais. Comment être heureux individuellement? Puis quels choix sociaux est-ce qu'on devrait faire pour que les individus puissent être les plus heureux? Ultimement, quand on se questionne sur l'éthique et la politique, c'est sur les choix qu'on est amené à faire. Exact. Pour toi, ces choix-là, au fond, ont une finalité, ont un objectif, c'est le bonheur. Ultimement, c'est ça qu'on cherche. Tout à fait. Okay. À mon avis, puis je suis pas le seul dans le sens où c'est un peu une espèce de... Je pense que c'est... une vision de voir, c'est ça qui est partagée par plusieurs philosophes, par plusieurs... L'idée, c'est que la philosophie, contrairement à ce qu'on pense quand on n'en fait pas ou quand on le voit de l'extérieur, c'est pas du pelletage de nuages. C'est pas des spéculations sur des sujets abstraits, des questions, l'art de poser des questions auxquelles personne n'a de réponse. Pour moi, c'est pas ça. La philosophie, c'est vraiment concret. C'est s'interroger sérieusement sur les enjeux les plus lourds de sens, les plus significatifs pour un individu. Donc, tu le dis, la question du bonheur. C'est un peu la question finale auquel tout le monde doit répondre. Que faire de sa vie? Que faire de sa vie, exact, pour être heureux, pour, lorsque je mourrai, juger que ça n'a pas été du temps perdu, pour être fier de soi. On sait que même juste d'un point de vue de santé psychologique, être fier de soi, avoir des relations saines avec autrui, ça augmente le bien-être de la personne. Et donc, le point de chute de toute la démarche, pour moi, c'est ça. C'est vraiment concrètement parlant, on a donné des exemples tantôt, mais quelle place est-ce que je devrais donner, par exemple, à la technologie dans ma vie? C'est un thème qui est contemporain. On est
submergé, entouré, envahi, diront certains, par les technologies. Chaque individu doit juger dans quelle mesure quelle place il doit donner à ces technologies-là. Et aussi comme société. On doit décider comment est-ce qu'on encadre l'offre de produits culturels, par exemple. Comment est-ce qu'on encadre les services de télédiffusion. Est-ce que c'est souhaitable que tout le monde ait accès à Internet? Est-ce que c'est juste, dans le fond, qu'il y ait des régions, peut-être, qui n'aient pas accès à Internet haute vitesse? Donc, c'est des questions auxquelles tout le monde doit répondre, qui ont des impacts pratiques. Et qui, même si elles sont, quand on les fait atterrir, là, on s'aperçoit qu'elles sont assez concrètes, mais qui restent quand même dans le domaine de l'éthique et de la politique. C'est-à-dire de la réflexion sur le bonheur, sur comment être heureux, individuellement ou socialement. Et donc ça, c'est le troisième cours. C'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement, dans le fond. On commence à réfléchir sur comment bien réfléchir et on atterrit sur, bon, d'accord, quels sont les choix que je devrais faire qui seront les plus propres à me rendre heureux? Et là, on arrive à la question que tu posais. Pourquoi, entre ces deux cours-là, il devrait-il y avoir un troisième cours obligatoire? Hein, parce que ce pas des cours que les élèves peuvent choisir de prendre. Les élèves doivent suivre les cours, on l'a dit. Pourquoi imposer aux étudiants un cours, l'être humain, entre philosophie et rationalité et éthique et politique? On est tous suspendus à tes lèvres, là. On veut savoir. À mon avis, donc, la réponse à cette question, c'est beaucoup dans le fait dont on parlait tantôt. Qui pose la question? Qui réfléchit à son bonheur? Pour illustrer un peu la pertinence de ce cours-là, dans mes cours, je fais une petite image. Je dis à mes étudiants, regardez, si un chat court après une souris, puis que les deux se posent la question qu'est-ce qui est le bonheur, qu'est-ce qui est le plus propre à me rendre heureux, chacun va avoir une réponse très différente dans le moment. Bien sûr, la souris, pour elle, son bonheur, ça serait d'échapper au chat, alors que le chat, il serait bien content d'attraper la souris pour la manger. En d'autres mots, la réponse qu'on apporte à la question comment être heureux, ça dépend beaucoup de qui pose la question. Très concrètement, les gens ont des options différentes, des opinions différentes sur ce qui est propre à les rendre heureux. Pour certains, ça va être une vie avec davantage d'aventures, les voyages, les rencontres avec des nouvelles personnes. Pour d'autres personnes, ça va être au contraire un besoin de sécurité, d'avoir un emploi qui est assuré, avoir des relations qui sont stables. Ça peut changer selon la personne. Qu'est-ce qui est propre à te rendre heureux? Qu'est-ce que tu crois qui est propre à te rendre heureux? En philosophie, on essaie d'avoir un point de vue général, un point de vue universel. C'est quelque chose qui caractérise la philosophie. C'est pas tant Sacha, toi, en tant que Sacha, qu'est-ce que tu réponds à ça? Mais c'est Sacha en tant que... Être humain. Exact. Ouais. Hein? En tant qu'être humain. Parce que la seule chose qui est commune, enfin, la chose qui est commune à tous les étudiants et les étudiantes qui suivent les cours de philosophie, est-ce que c'est le genre? Non. Est-ce que c'est l'ethnie, l'origine? Est-ce que c'est l'âge? Non. On a des étudiants partout sur la planète, de tout âge, il y a des gens qui font un retour. Malgré tout, le cours L'être humain est pertinent pour tout le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui est commun à tous les étudiants et les étudiantes qui suivent les cours de philosophie et qui se posent la question éventuellement comment être heureux? C'est qu'ils sont tous des êtres humains. Alors, si on arrive à identifier des éléments dont on sait que ça, peu importe qui, mais tous les êtres humains ont besoin de ça pour être heureux. Si on est capable d'identifier des éléments qui, au contraire, on sait que ça, généralement, ça cause de la souffrance, ça cause du mal-être, bien, on va être plus près, je pense, d'une réflexion qui va être plus féconde, qui va être meilleure en philo 3 quand on va se poser la question comment être heureux. C'est un peu de dire, voilà, il faut que je me connaisse d'abord. Oui, tout à fait. Peut-être, j'espère ne pas caricaturer ton propos, mais ça me fait penser un petit peu à ce qu'on dit parfois. Hein, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on est en tant qu'être humain avant d'entreprendre peut-être des projets ou des décisions où il y va de notre vie. Les questions les plus essentielles, si on veut y répondre, mieux vaut avoir une certaine connaissance de ce qu'on est. Tout à fait. Et ça me fait même penser à la fameuse phrase qu'on attribue à Socrate, « Connais-toi toi-même ». Voilà. Hein, dans Platon. Exact.
le connais-toi toi-même peut s'interpréter de bien des manières, mais une des manières de l'interpréter, c'est bien celle-là. Donc, apprendre à savoir ce qu'on est. Exactement. Non seulement individuellement, mais en tant qu'être humain. Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est là la logique, je pense, puis le bien fondé de la place de Philo 2. On commence, donc pour récapituler, on commence à réfléchir sur comment réfléchir. On se donne des outils. Exact. Et ensuite, on peut appliquer ça à la question, OK, moi, qui suis-je comme être humain? Qu'est-ce qui devrait être important pour le sens de ma vie? Est-ce que... Bon, puis... De façon générale. Et ensuite, en philo 3, on peut spécifier, pour moi, plus personnellement, quelles sont mes valeurs, quels sont les choix de vie que je souhaite faire. Ça me parle beaucoup, ce que tu dis, Sacha. J'ai tendance à voir les choses d'une manière analogue. Et puis, tu me diras si tu es d'accord, mais moi, je vois souvent le cours de philosophie et rationalité comme étant l'occasion d'explorer, au fond, cette rationalité-là en tout cas, la rationalité humaine. Je ne dis pas que seuls les humains sont rationnels. La science nous dira. Pour répondre à cette question-là, laissons-la à ceux qui étudient, par exemple, les éthologues qui étudient le comportement animal. Mais la rationalité humaine, on apprend à l'étudier dans le premier cours de philosophie. On essaie de l'utiliser le mieux possible. Donc, on développe notre outil qui est la rationalité. Dans le deuxième cours, on utilise notre rationalité afin de mieux nous comprendre, de déceler ce qu'il y a d'universel en nous, comme tu le disais. Puis ensuite, on applique notre rationalité du mieux possible à nos questionnements. Moi, j'ai l'impression que ma façon de voir les choses est tout à fait complémentaire, va dans le même sens que tout à fait, je suis bien d'accord. Que ton propos. Oui, tout à fait. Puis, c'est sans surprise si on y réfléchit un peu parce que on reste quand même dans le cadre de la philosophie rationnelle, si on veut. Hein. Tantôt, on parlait tel que les grands principes ont été mis, ont été posés, ont été explicités depuis la Grèce antique, c'est-à-dire l'idée de se baser justement sur les faits, sur un raisonnement cohérent, la cohérence logique de nos opinions, le rejet des dogmes, c'est-à-dire le rejet des idées qui sont tout simplement affirmées sans qu'il y ait rien pour les supporter. Tout ça sont des éléments d'un type de rationalité, d'un type d'approche pour réfléchir au monde dans lequel on vit. Puis effectivement, cette approche-là, elle persiste en philo 1, en philo 2, en philo 3. C'est le même regard, je pense, qui est posé. C'est les mêmes grandes options philosophiques qui sont posées. Tantôt, tu as mentionné que tu parlais de ça en classe, que tu faisais le lien entre les trois cours. Peut-être pas avec autant de détails que ce que nous venons de faire, nous, ensemble, mais nous sommes professeurs de philosophie, on pouvait se le permettre. Mais tu présentes ça à tes étudiants, le lien que tu vois entre les trois cours. Tu disais que ça contribuait à donner du sens à leurs études en philosophie au collégial. Oui. Oui, moi, je crois, pour eux, ils me le disent souvent. Là, Est-ce qu'ils voient mieux le débouché pratique aussi? C'est-à-dire que si on réfléchit autant en philosophie et qu'on se pose autant de questions, c'est pour prendre des décisions en vue d'être heureux? Oui. Je tape tellement sur le clou que ça finit par rentrer. J'insiste beaucoup là-dessus parce que, bon, c'est une option personnelle, mais pour moi, comme je disais, là, la philosophie, c'est tout sauf du pelletage de nuages. Là. C'est vraiment quelque chose de sérieux, même si on peut le faire avec humour, puis dans un esprit un peu décontracté comme on le fait présentement, mais il ne faut pas perdre de vue que ce dont on discute, c'est à quoi on réfléchit en philosophie, c'est les choses les plus sérieuses qui soient. Notre bonheur, notre façon de vivre notre vie, on n'en a qu'une à vivre après tout. Et donc, j'espère que les étudiants vont se rendre compte, ouais, c'est ça, vont être d'accord, vont finir par avoir le bien fondé de ça. L'idée que la philosophie, c'est pratique et donc que le but de la démarche, c'est quelque chose qui peut les accompagner durant toute leur vie. D'ailleurs, c'est fréquent, hein?
sûrement tu as fait la même expérience, mais les anciens étudiants ou disant qu'on revoit plus tard, qui nous disent « Ah, maintenant, je vois à quoi ça sert, je vois pourquoi on réfléchissait à ci ou à ça en cours. Quand j'avais 18 ans, moins, mais maintenant que j'en ai 30, je vois mieux. » Donc, je pense que la leçon marche. Et aussi, également, ne serait-ce que pour donner du sens à son parcours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les jeunes arrivent au cégep, ils sortent d'un parcours obligatoire au secondaire, puis bon, c'est un peu la routine. Le monde s'attend à ce que j'aille au cégep, je vais au cégep, puis sans trop réfléchir à... C'est la suite naturelle des choses. Mais particulièrement dans un cours de philosophie, la suite naturelle, est-ce qu'on peut la remettre en question? Est-ce qu'on peut la réfléchir? Et donc, voir un peu c'est quoi... Pourquoi est-ce que tu es assis ici dans ce cours de philosophie ce matin? Tu aurais pu ne pas venir. Il n'y a personne qui va aller te chercher dans ton lit, ou en tout cas pas moi. Donc, pourquoi est-ce que tu fais le choix de venir ici? Je pense que c'est utile de remettre les choses en contexte pour donner du sens, dans le fond, à ce qu'ils font. Parlant de donner du sens, est-ce que tu penses que le fait de parler du lien entre les cours de philosophie au collégial à tes étudiantes et étudiants, est-ce que tu penses que ça contribue à t'apporter quelque chose, du sens ou quelque chose de semblable? Oui, bien, pour moi, clairement, parce que ça m'aide à ne pas oublier justement la finalité. Et ça m'aide à garder les choses le plus simples, si on veut. Même dans notre entretien, vois-tu, j'ai un peu la déformation professionnelle. J'ai tendance à vouloir aller chercher toujours des exemples concrets, immédiats. Même des fois, bon, il y a un peu loin là, de la théorie, de la philosophie au concret. J'essaie de rapprocher ça le plus possible. Et donc, de présenter ça, ça m'aide à garder en tête que... Et surtout pour nous, je dis ça parce que pour nous, on a des années de philosophie derrière la cravate, on est habitué d'avoir ces réflexions-là, puis on sait quels sont les enjeux sociaux, les enjeux concrets qui sont liés à ce à quoi on réfléchit. Mais les jeunes, ils arrivent en philosophie. Souvent, c'est la première fois qu'ils suivent ces cours de philosophie-là. Moi, une des choses qui m'ont frappé quand j'ai fini, quand je suis rentré dans la carrière là, après mes études, ça a dû être semblable pour toi peut-être, c'est la différence qu'il y a entre les discussions qu'on a dans un séminaire de maîtrise et là, l'année d'après, tu es embauché dans un cégep, dans un collège, puis tu parles à des jeunes. Mais là tu n'es pas en train de parler à d'autres séminaristes qui ont un bac et un an de philosophie. Tu es en train de parler à des jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans qui peut-être n'ont jamais réfléchi à ces questions-là. Donc, c'est important de garder les choses simples, concrètes, sans simplifier à outrance, sans déformer, mais rendre ça accessible. Ouais. Oui, c'est ça, éviter la caricature. C'est tout un exercice parfois hein, de ramener les choses à une expression plus simple sans justement être simpliste ou avoir une approche simpliste ou caricaturée. Exact. C'est tout un... Oui, c'est quelque chose. C'est là où l'art d'enseigner... C'est un métier. C'est pas pour rien qu'on parle d'art ou de métier ou d'art. Même, il y a quelque chose de l'ordre de l'artisanat. Oui. Sacha, merci beaucoup. Je pense que tes explications nous auront aidé à y voir plus clair. Je suis convaincu que pour les gens qui sont peu ou pas familiers avec les cours de philosophie au collégial, il y aura des éléments de réponse aux interrogations qu'ils pourraient avoir. En tout cas, moi, ça m'a permis aussi de jeter un éclairage nouveau sur la pratique de notre travail, de notre métier ou de notre art. Et pour ça, je t'en remercie encore une fois. Ça fait bien plaisir. C'est moi qui te remercie de l'invitation. Puis voilà, souhaitons que ça puisse être utile puis agréable à ceux et celles qui écoutent la capsule. Absolument. Merci.